Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet icietmaintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Et son site internet davidabassi.com. Alors, je sais que vous êtes très très nombreux d'aller voir le film de Michael Moore, Fahrenheit 9/11. Alors, vous avez pu constater dans ce film, la plupart des choses qu'on vous raconte par Michael Moore, vous l'avez déjà entendu sur votre radio, ici et maintenant, sur 95.2 FM. Par exemple, la relation commerciale entre famille Ben Laden et George Bush, nous l'avons annoncé sur notre antenne juste le lendemain que George Bush a déclaré comme quoi c'était Al-Qaïda et Ben Laden qui avaient attaqué l'Amérique. Alors, nous vous avons donné nos explications et on avait dit que Salem Ben Laden était associé de famille Bush, et ils travaillaient ensemble et son avion a été écrasé en 1983 aux États-Unis et il était mort, assassiné. Mais la relation économique, commerciale entre les deux familles et surtout famille saoudienne de pouvoir également, ça continue. Alors, dans ce film-là, vous avez pu constater, à l'époque, nous avons déclaré que 12% d'économie américaine dépendait Arabie Saoudite, et c'était les Saoudiens qui investissaient, mais dans ce film, on parle de 7%, c'était quelques pourcents. Alors, petit différent peut-être depuis 11 septembre à ce jour, mais l'économie américaine était très très liée à l'économie de pétrole de Moyen-Orient. Alors, sans aucun doute, il y avait un conflit entre deux familles, famille Bush et famille Ben Laden, comme il y avait un conflit entre Saddam Hussein et l'équipe de Rumsfeld. Rumsfeld est un ami de longue date de Saddam Hussein, qui même dans ce film-là, je crois que Michael Moore, il vous montre quelques images de Saddam Hussein avec Rumsfeld, mais George Bush, le père, également, depuis qu'il était patron de CIA, avait de bons contacts avec Saddam Hussein, et bien sûr avec les Américains. Alors, les petits conflits pétroliers entre ces familles d'un côté, mais le plus important, c'est le conflit et concurrence d'avoir la totalité de la richesse du Moyen-Orient à la main des Américains, qui les a ramenés de programmer ce programme. Je vous prie de prendre note, puisque on est en train de donner une petite explication de ceinture verte, depuis ceinture verte à ce jour, depuis déjà plusieurs dizaines d'années, les Américains ont programmé comment est-ce qu'ils pouvaient d'abord s'en débarrasser de l'Union soviétique et du communisme d'un côté, et de l'autre côté, comment ils peuvent intervenir pour prendre la richesse de quartier. Alors, pour pouvoir exterminer, on peut dire, le communiste, pensée communiste dans le monde et surtout dans les pays musulmans qui étaient assez forts. Il ne faut pas oublier que ce n'était pas seulement Afghanistan. Il y avait communistes qui existaient, qui étaient présents en Irak, étaient présents en Syrie. Et après Jamal Abdel Nasser, l'Égypte avait abandonné cette pensée, mais il existait également en Libye avec Kadhafi. Et de l'autre côté, il y avait un grand danger qu'en Iran aussi, le communiste, il prend le pouvoir. Alors, je vous prie de prendre note. Ce soir, je vais vous donner certaines explications que peut-être vous n'avez jamais entendues en langue française. Certes, sans aucun doute, nous avons écrit depuis déjà 25 ans en persan pour notre peuple iranien, mais aujourd'hui, je vais parler de certains éléments assez importants de notre histoire. Comment les soviétiques ont utilisé au départ l'islam pour créer un islam marxiste.
OK? Et deuxième explication, après, c'est les Américains, les Anglo-Saxons, qui vont utiliser l'islam comme un islam politique qui va prendre le pouvoir en faveur des intérêts occidentaux. C'est-à-dire l'expérience que les Soviétiques avaient de l'islam marxiste, les Américains, avec pensée ceinture vert, vont le remplacer par l'islam politique proche du capitalisme international. Alors, on va développer ça tout à l'heure ensemble. Restez à l'écoute de votre radio. Voilà, comme je viens de vous dire, d'abord on va parler de l'islam marxiste qui était créé il y a déjà presque, on peut dire 40 ans. Alors, je me rappelle d'un numéro de journal Le Monde de l'année 50. À l'époque, Le Monde écrivait comme quoi, même non, peut-être pas 50, dans les années 40, un article sur l'islam est marxiste. Et là-dedans, on voyait que les soviétiques étaient en train d'étudier, de présenter une synthèse de l'islam socialiste dans les pays musulmans. Alors pour ça, ils ont engagé certains quelques historiens comme Petroshevski, par exemple, qui avait écrit un bouquin, on peut dire, sur l'islam, et il présentait l'islam comme un islam socialiste, c'est-à-dire il prenait compte de certaines anecdotes de l'histoire de l'islam, dès le départ, et de la vie de prophète de l'islam, et bien sûr de la vie de certains amis de prophète de l'islam, soi-disant Ali, Imam Ali ou Abu Zar. Abu Zar, c'était un des membres de parti de prophète de l'islam, juste le départ de la création de l'islam. Et avec certaines anecdotes qui citaient, voilà, il disait que l'islam était au départ un islam socialiste. Après, il cherchait dans l'histoire pour ramener des éléments socialistes pour pouvoir le coller à l'islam. Alors juste après ça, peut-être ça a pris quelques dizaines d'années que vous voyez certains mouvements socialistes dans les pays musulmans. Un après l'autre, il prend le pouvoir. Abdel Nasser, Jamal Abdel Nasser en Égypte. Après lui, c'est Gaddafi en Libye. Et après lui, c'est Hafez al-Assad en Syrie. Et justement à l'époque, en Iran, soi-disant dans les années 60, il y a quelques petits mouvements de milices, des milices marxistes qui viennent de naître sous le nom de Cherik Fedai Khalq, c'est-à-dire les milices sacrifiées pour le peuple. Et après, Moudjahidine du peuple. Vous connaissez déjà Moudjahidine du peuple, puisqu'ils sont tellement connus. Ces deux partis-là, un était 100% marxiste, fédaïte, et l'autre, Moudjahidine du peuple, était, on peut dire, musulman, mais avec des idées marxistes. Alors, leur slogan, c'était des slogans socialistes, même actuellement, aujourd'hui, ici maintenant que je suis en train de parler avec vous, par exemple, Moudjahidine du peuple sont membres de international socialiste, Moudjahidine du peuple iranien. Alors, en Iran, ça commençait ainsi. Mais de l'autre côté, par Michel Aflaq, qui a créé le parti basse arabe, ils ont essayé de socialiser, socialisme, c'est-à-dire marxiser, on peut dire, sous le drapeau d'un panarabisme qui était bien réussi dans quelques pays, comme vous avez pu constater. Hassan al-Banna, il prend le pouvoir en Irak, et ça continue. Alors en Iran, cet islam marxiste est tellement fort que certains nommés Dr Ali Shariati, qui était étudiant à Paris, il retourne en express en Iran et il devient un grand conférencier en Iran pour préparer cet combat d'islam marxiste en Iran. En Iran, et juste quelques
temps après son arrivée, il commence à donner des cours, des conférences dans les universités iraniennes, dans les mosquées, et également, on vient de créer à l'époque un mosquée spécialement pour certains intellectuels, on peut dire musulmans iraniens, nommé Hossein Yershad, et là-dedans, là-dedans, on voit Ali Shariati et les autres qui présentent l'islam comme une idéologie marxiste et proche de marxiste, c'est-à-dire Ali Shariati il insiste sur le côté soi-disant socialisme de l'islam.